Bonsoir à tous, il est 20h en Guinée, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Les nouveaux conseils de quartier ont été nommés par les autorités de la transition en remplacement de ceux établis depuis 2018 à Dar es Salaam. Dans la commune de Gessia, Mohamed Nabi Sissé prend les rênes du quartier. Notre rédaction est allée à sa rencontre. Les pluies diluviennes qui ont frappé la Guinée récemment ont causé des destructions chez les impactés du barrage de Soapeti. Des champs, des animaux et des maisons ont été détruits par les montées des eaux dans l'alentour du lac du dit barrage. Le président de l'Union des impactés sonde l'alerte et interpelle les autorités. Les détails, c'est dans ce journal. Bonsoir. Les autorités de la transition ont procédé à la nomination des nouveaux conseils de quartier qui remplacent ceux qui étaient sur place depuis 2018. À Dar es Salaam 2, le nouveau président du conseil de quartier est un jeune de la localité qui s'appelle Mohamed Nabi Sissé. Il compte débarrasser son quartier de la délinquance et les effets de la décharge de Dar es Salaam. Reportage Mamadou Tanouba. Mohamed Nabi Sissé est le nouveau président du conseil de quartier de Dar es Salaam 2. Comme beaucoup d'autres, il vient de bénéficier de la décision lui nommant à ce poste. Il se dit conscient de l'énormité de la mission qui l'attend. Être chef, tout le monde le souhaite. Quand j'ai posé ma candidature, le maire actuel de la commune de Gessia, j'ai travaillé avec lui pendant des années. Lorsque nous étions la commune de Matoto. Donc quand il a vu ma candidature, il dit non, toi, même si on ne te choisit pas, moi je te choisirai pour me représenter à Dar es Salaam, parce que je sais que tu es capable. Mohamed Nabi Sissé a des ambitions pour son quartier. Ses priorités sont entre autres lutter contre la délinquance juvénile et débarrasser Dar es Salaam 2 de la célèbre montagne d'ordures. Il faut que cette jeunesse qui est aujourd'hui dominée par la violence, la drogue, qui sont dans la délinquance. Donc nous allons d'abord nous concentrer sur cette jeunesse. La décharge, la pollution qui est là, nous allons vraiment nous battre pour que les autorités puissent nous entendre, pour qu'ils puissent nous aider vraiment à se débarrasser de cette pollution qui est en train de faire souffrir la majeure partie de cette population de Dar es Salaam. Dar es Salaam 2, dont Mohamed Sissé occupe la tête du conseil de quartier, est dans la nouvelle commune de Gessia et est composée de 7 secteurs. Près de 300 millions de personnes dans le besoin d'aide humanitaire à travers le monde en 2024, selon une enquête de Plan International. Ces statistiques sont livrées en lien avec la célébration de la Journée internationale de la jeune fille. C'est une réalité que les violences basées sur le genre sont effectivement dans tous les pays du monde une préoccupation qui nécessite donc l'implication de toute la société mondiale pour freiner ce phénomène. En Soubaïlo Baldé. Pour cette année 2024, Plan International a accentué ses études sur les personnes en situation de conflit dans le monde, des jeunes filles et garçons où les conflits gagnent du terrain, courent des risques de violence et de viol. Ces conflits constituent l'un des principaux facteurs de besoins humanitaires. Cette année, les enquêtes ont porté sur les personnes en situation de conflit et ces études prouvent qu'en 2024, plus de 300 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire. L'étude montre que les filles et les garçons, ainsi que les femmes et les jeunes hommes, vivent les conflits de manière distincte. Les filles et les jeunes femmes subissent les violences sexuelles et de stress émotionnel à raison de leur situation familiale et de leurs responsabilités. Tandis que les garçons et les jeunes hommes sont forcés au combat, souvent avec des conséquences mortelles. Un appel à l'action pour les jeunes filles vivant dans les sociétés où les conflits font des victimes est une nécessité. Et donc, tout un chacun, où qu'il se trouve, doit contribuer à aider les jeunes filles pour leur épanouissement. Et qu'ils ont besoin d'être autonomes, tant sur le plan financier qu'en matière d'éducation. Plus une fille, un garçon est chargé sur le plan éducatif, académique, il a la possibilité de porter et d'élever sa voix plus haut. La stigmatisation relative au genre commence dès la naissance dans certaines sociétés, notamment la société guinéenne, dénonce Aïssatou Mbara Diallo du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Que partez dans les maternités, restez au Jaguet.
Quand une femme rentre pour accoucher, à la sortie, la première des choses, si on dit que la femme a accouché, la première des choses, c'est quoi? C'est de demander le sexe. Et dès que vous demandez le sexe de l'enfant, si vous dites que c'est un garçon, on te dit yeah. Et si tu dis que c'est une fille, on dit ah, c'est bien. Donc la différence là, moi je l'ai constatée. Dans notre rubrique consacrée à la marche de l'histoire de la Guinée, nous parlons ce soir d'Ismaël Touré, frère du président Ahmed Sékou Touré, cet homme qui a fait partie jusqu'à la fin de sa vie de tous les gouvernements sous le régime. Sékou sera exécuté en 1985 après une tentative de coup d'État contre le régime de Conté. Devoir de mémoire avec Abdallah Kamara. Ismaël Touré est né à Farana. Il se forme à Paris, puis rentre en Guinée en 1950. En 1956, il siège au conseil municipal de Kankan. Ismaël est aussi élu conseiller territorial de sa préfecture natale Farana. En 1957, il dirige l'Organisation de solidarité pour les peuples d'Afrique et d'Asie, OSPA. Dès l'indépendance de la Guinée en 1958, avec à sa tête son frère Ahmed Sékou Touré, Ismaël Touré fait partir jusqu'à la fin de sa vie de tous les gouvernements, à l'exception d'une brève éclipse en 1979. Ismaël Touré devient ainsi ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, des Travaux publics et des Transports, du Développement économique et des Finances. En 1972, il est à la tête d'un super ministère de l'économie et des finances qui coiffe à la fois l'industrie, les mines, l'énergie, les banques, le développement et les travaux publics. Dans cette fonction, il signe en avril 1978 un protocole d'accord de non-agression entre les membres de la CEDEAO. En 1959, il est favorable à un rapprochement avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux par opposition à Keïta Fodeba qui voit plus d'avantages à un alignement avec le bloc communiste. Cependant, Sékou Touré conserve une position de non-alignement. Si Sékou Touré était le chef du parti centriste, Ismaël Touré était le chef du parti pro-occidental par le leader de gauche Mamadi Keïta. Après le 9e congrès du parti en 1972, Ahmed Sékou Touré reste président et lui, Lansana Béavougui, devient Premier ministre, le premier de l'histoire de la Guinée. Ismaël Touré, lui, prend la tête du ministère de l'économie et des finances. À la mort de son frère, le président Ahmed Sékou Touré, le 26 mars 1984 aux États-Unis, Ismaël Touré se trouve en situation de rivalité avec le premier ministre Lansana Béavougui jusqu'au 3 avril 1984, quand le colonel Lansana Conté opère un coup d'État. En 1985, après une tentative de coup d'État contre le régime Conté, plusieurs proches de Sékou Touré, dont Ismaël Touré, sont exécutés. Le pronostic de menace du lac Somphonia est plus qu'une réalité en cette fin de saison hivernale. Il ressort du constat d'une de nos équipes de reportage que cette source pour plusieurs quartiers de la haute banlieue de Conakry est aujourd'hui envahie de déchets de tout genre. Selon les témoignages, des concessions auraient ouvert leurs fosses septiques et des caniveaux d'évacuation sur le lac Amarabangoa. Long de plusieurs mètres, le lac de Somphonia perd tout son luxe. Ses bordures font ménage avec toutes sortes d'ordures, favorisant l'avancée forcée des herbes dans le périmètre des eaux. Déchets plastiques, objets de tout genre,
Récipients en détresse, tous se donnent rendez-vous dans cette source d'eau potable pour les habitants. Cette réalité détériore l'état de ce trésor écologique qui devient le paradis des ordures à perte de vue. Un état qui confirme la menace autour du lac. Les populations riveraines qui sont intervenues hors caméra pour, dit-on, mesures de prudence, croient savoir les véritables raisons. Selon ces dernières, plusieurs concessions auraient orienté leurs fosses septiques et caniveaux remplis d'ordures sur le lac. C'est pourquoi, soutiennent-elles, lors de fortes précipitations sur Conakry, tout se dirige vers cette étendue d'eau. Bien que le jet des déchets soit défendu et passible d'amende ou de sanctions, des riverains gagnés par l'incivisme se livrent aux pratiques de nature à polluer le site. Preuve que les autorités locales ou sécuritaires devraient agir ou renforcer les sanctions pour sauver ce trésor. Des pluies torrentielles qui se sont abattues en Guinée ces derniers temps ont fait des dégâts chez les impactés du barrage du Soipeti dans les localités relevant des préfectures touchées par le dit barrage. Des champs, des animaux et des maisons sont inondés par la montée des eaux. Les sinistrés ont ainsi enregistré des pertes inestimables en Soubaïlo-Baldé. C'est un cri de cœur plein de tristesse et de préoccupation que le président de l'Union des impactés du barrage de Soipeti lance aux autorités. Aujourd'hui, les habitants communément appelés les partiellement inondés ont perdu des champs, des animaux et des maisons à la suite des inondations intervenues pendant les grandes pluies. Des champs ont été inondés, qu'ils soient des champs de fonio, de riz, de maïs. Nous avons des images qui en font foi. Ça, c'est au niveau de toute la zone. En commençant par la zone de Breka jusqu'au niveau de Pita. Donc, dès que je vous parle de la zone de Breka jusqu'à Pita, c'est-à-dire Télémilé et Bangoué aussi, fait partie. Et pire aussi, la montée des eaux a menacé des maisons. Il y a des maisons aujourd'hui qui sont écroulées. Donc ces personnes-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Il faut essayer de faire déménager, il faut essayer de construire pour eux ailleurs. C'est ce que nous demandons aux autorités compétentes. Il faut qu'ils viennent en aide aux impactés de Soipeti. À côté de la destruction des champs, plusieurs impactés qui ont subi les inondations ont fui leur maison pour aller se réfugier ailleurs. Une manière pour eux de sauver leur vie de la catastrophe. Mohamed Lamine Conté, président de l'Union des impactés, affirme que les impactés sont même menacés par des animaux sauvages à cause de la montée des eaux. Pourquoi nous parlons de sacrifier nos vies? Aujourd'hui, la montée des eaux a menacé même certains animaux. Et sans oublier aussi, il y a des tremblements de terre. Et les maisons ont commencé aussi à tomber par rapport à ces tremblements de terre. Il faudrait que vraiment, ça c'est le lieu aussi d'alerter les autorités compétentes par rapport à ces situations. Les habitants de 5 sous-préfectures relevant des 4 préfectures touchées sont concernés par cette inondation. Il s'agit de Senta et Kolé côté Télimélé, Tondon dans Dubreka, Bangouya côté Kindia et Sangaréa relevant de Pita. Le président Paul Biya, âgé de bientôt 92 ans et au pouvoir depuis 42 ans, est rentré de son séjour de 7 semaines à l'étranger, une période d'absence marquée par des inquiétudes concernant sa santé, des rumeurs et une communication floue de la part des autorités du Cameroun. Commentaire, Mamadou Tanouba. C'est en fin d'après-midi que Paul Biya est arrivé à l'aéroport international de Yaoundé du Cameroun. À sa descente d'avion, il a salué les dignitaires du régime venus l'accueillir. Il a été acclamé par une foule enthousiaste qui attendait le passage de son cortège. Le président camerounais avait quitté son pays en septembre pour se rendre en Chine, où il a participé au 4e sommet du Forum sino-africain. L'absence de Paul Biya à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre et
au sommet de la francophonie en début octobre a suscité des interrogations sur son état de santé. Une télévision américaine pro-indépendantiste avait même annoncé la mort de Paul Biya, une annonce automatiquement rejetée par 2 ministres de son gouvernement. En réponse, le gouvernement avait déclaré que le président avait pris un séjour privé en Europe. Le lendemain, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a demandé de surveiller les médias privés et décourager tout débat sur l'état de santé de Paul Biya. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.